D'ici 30 secondes. Donc déjà, je vous souhaite à tout le monde bien la bienvenue pour cette présentation de l'introduction en bourse de la société Tout Cela. Bienvenue donc à cette formation. Nous sommes aujourd'hui avec le fondateur et le président directeur général Éric Ponsin et le directeur général délégué Panayotis Staikos. Voilà, donc je vais leur laisser la parole d'ici quelques minutes, enfin quelques secondes. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, je vais les noter et bien évidemment, je leur poserai la question puisque vous savez que vous ne pouvez pas, ou du moins ils ne peuvent pas avoir toutes vos questions et vous d'ailleurs non plus les questions des autres participants pour des raisons de protection de données. Donc je serai juste intermédiaire, il est 15h05. Écoutez, bienvenue, bonjour Eric et bonjour Panayotis. Ben, je vous laisse la parole du coup. Et puis, bon, je risque de vous interrompre de temps en temps pour les questions des participants et je reprendrai la main à la fin pour expliquer un petit peu comment passer un ordre ou réserver ses titres sur le site Bourse Direct, tout simplement. Voilà. Très bien. Parfait. Bonjour Christian, bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de vous présenter tout cela. Un loueur de voiture, pas comme les autres. Je m'appelle Éric Ponsin, je suis le cofondateur et président directeur général de tout cela. J'ai auparavant connu une première aventure entrepreneuriale avec la création du Jardin de Catherine, un pure player, un site e-commerce spécialisé dans la vente d'équipements et d'outillages pour le jardin. Un site qui a rapidement grossi, qui est devenu leader très rapidement sur son segment. Un site que j'ai revendu en 2012, 6 ans après sa création, au groupe Monsieur Bricolage, le Jardin de Catherine faisant un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une centaine de personnes. 2012, c'était encore un moment où les pure players étaient encore des exceptions. C'était encore un moment où Amazon n'avait pas pris la dimension qu'il connaît aujourd'hui. De 2012 à 2015, j'ai accompagné Monsieur Bricolage dans sa transformation digitale, notamment en créant le site internet e-commerce de Monsieur Bricolage. J'ai créé également Click and Collect et j'ai finalement, après une période d'accompagnement de 3 ans, quitté le groupe pour me consacrer à cette prochaine aventure, à cette aventure tout cela. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Panayotis Staikos, qui est Panay, notre directeur général délégué. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Staikos, directeur général depuis mars de cette année. J'ai repris l'aventure tout cela après un petit peu plus de 15 ans d'expérience dans le secteur. Excusez-moi, je vais juste vous couper 2 secondes. Je vais vous couper 2 secondes parce que le son est haché. Le son est haché. Est-ce que vous pouvez soit vous rapprocher des micros, soit je ne sais pas, parce que là, on entend quasiment un mot sur deux. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste devenir directeur général délégué, où je me suis occupé les 3 dernières années de la transformation de la marque Ada, la transformation digitale avec le livre service et notamment du projet de Paris avec Renault qui est devenu. Alors tout cela, c'est un loueur de voiture, mais c'est surtout une application qui réenchante la location de voiture. Alors qui réenchante la location de voiture au travers d'une promesse unique à nos clients en leur faisant vivre une expérience fluide et digitale, une expérience qui leur permet d'être en totale autonomie sur leur application, qui leur fait gagner du temps, et en proposant un modèle de voiture garanti, fortement équipé. La majorité de nos voitures sont équipées de boîtes automatiques, d'un toit ouvrant et d'organes de sécurité qu'on trouve assez rarement sur les véhicules des loueurs de voitures. Des voitures qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à Paris et à Madrid. Mais également réenchanter nos investisseurs avec un modèle économique rentable, basé sur des marges élevées, un modèle économique scalable, duplicable, à long terme. Tout ça aujourd'hui a une présence dans 2 villes, à Paris et à Madrid, opère une flotte de 300 véhicules en moyenne, qui sera portée à 6 000 véhicules d'ici à 2025, dont 20% sont déjà électrifiés, en full électrique, avec une flotte de Tesla, ou hybride rechargeable, avec une gamme de Mercedes complète. Tout cela réalise un chiffre d'affaires ou réalisant un chiffre d'affaires, on n'est pas loin d'ici à la fin de l'année d'un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sera porté
Dans le plan 2025, un peu plus de 80 millions. Tout cela, c'est aussi un modèle économique rentable, comme je vous le disais, avec une marge d'EBITDA de 17% qui va progresser au fil des années pour atteindre 35% d'ici à 2025. Tout cela opère sur le marché de la location de voitures, un marché qui est extrêmement profond et qui représentera un peu plus de 20 milliards d'euros d'ici à 2026 selon un certain nombre d'analystes. Le marché français est le premier marché en Europe avec un volume d'affaires légèrement inférieur à 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, ça représente, pour vous donner une idée, un peu plus de voitures qui circulent tous les jours sur les routes de France et qui ont été louées auprès principalement des loueurs traditionnels. C'est un marché qui est en forte croissance depuis une dizaine d'années, avec une croissance supérieure à 10%. Oui, une croissance supérieure à 10%, où toutes les analyses montrent qu'elle va être principalement portée par les solutions dites digitales. Alors pourquoi les solutions digitales? Tout simplement parce que les besoins des consommateurs qui sont remplis, mieux pris en compte, ces consommateurs qui aujourd'hui ont un besoin de disponibilité, de flexibilité, d'efficacité dans toutes les solutions qu'on propose, avec en filigrane permanent et qui grossit de plus en plus la notion de durabilité, de prise en compte de la notion d'éco-responsabilité au sein de ces actions de. Alors, attendez, juste deux secondes. Est-ce que je peux vous couper 2 secondes? Parce qu'en fait, quand Panayotis vous parlait, c'est un peu inaudible, tout est haché. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de vous rapprocher du micro ou quelque chose? Parce que c'est vraiment haché et loin. Et quand Eric parle, c'est plus clair? Oui. Vous êtes à quelle distance du micro? Alors, je vais parler plus fort. Allez-y. Pourtant, elle est dans la même pièce. Ouais, mais c'est peut-être parce que vous utilisez, je sais pas, une pieuvre ou je sais pas autre chose, mais bon, c'est pas grave. Allez-y, excusez-moi, vous pouvez continuer, on va voir, on verra bien. Petit internet technique. Alors, en attendant, Christian, est-ce que vous nous entendez? ça va un peu mieux là. Vas-y. Alors, moi, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bien. Donc, désolé pour ce petit internet technique. Donc, notre vision, c'est que demain, votre voiture sera une Tesla. Une voiture dernier modèle, toujours propre, bien équipée et surtout disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à proximité de chez vous. Et enfin, une voiture que vous ne paierez que si vous l'utilisez. Alors, le principe est assez simple, c'est de revenir sur un schéma customer centric. L'idée, c'est de repartir du besoin du consommateur, de faire en sorte d'y répondre en totalité, ou en tout cas la meilleure des manières. Aujourd'hui, dans une expérience de location de véhicules traditionnels, un certain nombre d'irritants et de côté anxiogène, au travers de l'application tout cela, enlever, lever totalement. L'idée est que vous réservez de location traditionnelle, vous réservez 60% des cas sur Internet, puis vous allez en agence aux horaires restrictifs de l'agence, pour ensuite faire la queue, arriver jusqu'au desk, vous réenregistrez systématiquement, récupérer la clé d'un modèle qui n'est pas forcément d'ailleurs celui que vous avez réservé sur Internet, et ensuite récupérer votre voiture. Alors, excusez-moi encore, deux petites secondes. Il y a toujours le même problème de son, c'est-à-dire qu'on entend un mot sur deux. Voilà. Donc, voilà, je sais, Alain, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent on ne peut pas comprendre. C'est vrai que quand vous parlez, c'est complètement haché. Donc, je pense que c'est le problème. Apparemment, on me dit que ça vient du micro. Ça doit être une personne spécialiste de l'informatique. Mais bon, on me dit que voilà, le problème apparemment viendrait de votre micro.
qui fait que ça hache tout le temps et donc on entend un mot sur deux. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire d'autres petits tests en attendant. Sinon, j'ai déjà une question. Que se passerait-il ou que se passe-t-il quand on veut louer une voiture à Paris, on veut la mener par exemple à Agen, dans province. Voilà. Alors, vous pouvez louer une voiture, aller à Agen, nous demandera pour le moment de ramener la voiture à Paris, puisque tout cela est de la location en boucle, c'est-à-dire que vous ramenez la voiture à l'issue de votre période de location à la station dans laquelle vous l'avez prise. Est-ce que vous avez compris la réponse? Bah, de toute façon, le son, c'est vrai qu'il est vraiment haché encore, donc je ne sais pas si... Non, ils n'ont pas entendu la réponse parce que le son est beaucoup trop haché. Ok, alors je ne sais pas si vous pouvez régler un petit peu le micro. Écoutez, donnez-nous 30 secondes, s'il vous plaît. Allez-y, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle les inconvénients du direct. Ce matin, on a fait des tests, tout était bien, et puis là, c'est plus la même chose. Les mystères de l'informatique. Donc, je reposerai la question. Hein. Je ne me rappelle plus qui c'est qui a posé la question. Je vais remonter. C'est Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie. Donc, je vais reposer la question. Quand un loueur va de Paris à Agen, par exemple, où laissera-t-il la voiture? J'ai cru comprendre que c'était en boucle, mais je ne suis pas sûr. Vous avez posé la question inverse. Donc, vous voyez, comment louer une voiture quand on est en France profonde? D'accord, ok. Ce sera une deuxième question. Ça, c'est Colette, hein, quand on est en France profonde. Ok, Colette. Donc, il y a deux questions à peu près donc là-dessus. Ok, hop, hop. On va voir si le test remarche ou pas. Bon, en attendant, je vous rappelle juste que donc l'introduction, donc Altou, c'est le mnémonique de la société. AL, parce que ça va faire partie de Euronext Growth. Hein, et avant, ça s'appelait Alternext. Donc, c'est pour ça que le mnémonique de la valeur commence par AL. Tout, ben, tout simplement, TOO, ça veut bien sûr, c'est le début de tout cela. Donc, le mnémonique, ce sera Altou. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir un tout petit peu là sur les slides, hein, donc c'est le spécialiste d'allocation de véhicules courte durée, donc en utilisant notamment la digitalisation hein, de l'agence physique via leur application client. Voilà. Ils ont créé une plateforme hein, qui permet notamment l'ordonnance en temps réel des missions de récupération, etc., le carburant, etc., etc. Voilà, donc ça, les dirigeants vont nous en parler davantage. On attend juste que le son se revienne. On va peut-être refaire un test, Panayotis ou Eric. On est dessus. Il faut encore 30 secondes. D'accord, pas de problème. Donc, on va encore attendre un tout petit peu, le temps que le son revienne bien. Donc, simplement, je vous rappelle un tout petit peu les dates. Donc, vous avez jusqu'au 13 décembre, 20h, pour réserver les titres sur le site Bourse Direct. Le règlement de livraison des titres sera le 16 et les premières cotations le 17. Voilà, donc je vous rappelle aussi qu'il y a deux types d'ordres. Il y a les ordres A1 et les ordres A2. A1, c'est inférieur ou égal à 700 titres et les ordres A2, c'est supérieur à 700 titres. Pourquoi il existe ce type d'ordre? Tout simplement pour éviter que certaines personnes soient lésées. Donc, si quelqu'un veut 700 titres, un autre qui en veut 5000, un autre qui en veut 10 000, quelqu'un qui en veut 800, ben, tout le monde sera un petit peu mis à la même enseigne, puisque au départ, tout le monde aura minimum 700 en A1. Ce sont ce qu'on appelle les ordres prioritaires. Les ordres A2, donc au-delà des 700, sont, si l'introduction a beaucoup de succès, risquent d'être très réduits. Admettons, vous pourrez avoir simplement que 15 ou 20% de ce que vous vouliez.
Voilà, mais au moins, tout le monde est à la même enseigne. Ce sont les ordres prioritaires A1. Si j'ai le temps un tout petit peu, je vous montrerai un petit tableau sur Excel à la fin. Voilà, alors est-ce que le son est rétabli ou pas? On va essayer de faire un test peut-être. Est-ce que vous nous entendez? Là, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas d'écho. Non, c'est comme ça. On va rester comme ça, on fait quelque chose. Ok. C'est calé techniquement sur une autre méthodologie, mais ça devrait fonctionner. Bon, écoutez, on va Vous entendez croiser les doigts. Alors, on va croiser les doigts et je profite de ça donc pour vous reposer la question. Et du coup, il y a une autre question qui est arrivée. Que se passe-t-il donc quand un loueur va de Paris en province, que fait-on de la voiture? Et deuxième question là de Colette, comment louer une voiture quand on est au fin fond de la France? Est-ce que c'est possible? Voilà. Alors, le fait de louer à Paris et de le déplacer en province, ça s'appelle de l'abandon de véhicule. Effectivement, tout cela est sur un système de boucle, c'est-à-dire que vous revenez au point de départ de votre application, sachant que ce volume de location sur le marché à peine 5% du marché. En ce qui concerne le fait de se profondre, aujourd'hui, tout cela n'est disponible que à Paris et à Madrid, dans des zones de forte densité, de manière à capter le plus gros du marché. Et pour le moment, le développement est prévu principalement sur des plus grosses agglomérations. D'accord. J'ai cru voir que vous étiez à Paris-Montparnasse et Gare du Nord, entre autres. Oui, tout à fait. On est sur 6 stations dans Paris et 3 stations à Madrid, plus la gare de Lyon. Ok. Alors, au niveau du son, il n'y a pas vraiment beaucoup d'amélioration. Je tiens juste à vous le signaler. Par contre, ça, c'est un peu moins haché quand Eric parle. Alors, peut-être c'est son positionnement par rapport à votre micro. Du coup, Eric, est-ce que vous pouvez simplement poursuivre un tout petit peu, puisque c'est un peu plus net, ou peut-être parce que la voix est un peu plus grave, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, tout simplement pour vous le signaler. Non, mais en fait, vous voyez que je suis connecté 2 fois Non. parce que le son n'est pas activé. C'est pour ça que Non, peut-être en étant. Quand Eric, quand vous parlez, c'est pour l'instant, apparemment, c'est clair, c'est net. Après. c'est Je vois qu'il doit porter un peu plus. Donc, Ben, je pense que ça peut être ça aussi, hein, quand vous êtes un petit peu loin. on est à côté Peut-être, de l'autre, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. voilà. Bon, allez-y, Voilà. continuez, poursuivez, et puis voilà, on va croiser les doigts. Voilà, parfait. Donc, sur cette slide-là. Alors, sur cette slide-là, est-ce que là, vous m'entendez mieux ou pas? Oui, D'accord. C'est clair? oui, pour l'instant. Alors, très bien. Donc, je vais me mettre tout près du micro, c'est juste que vous ne me verrez pas. D'accord. Donc, sur cette slide-là, en fait, ce que vous avez, c'est que l'idée, c'est de transformer le parcours client. D'accord. L'idée, c'est de faire en sorte que au parcours client digital, on soit sur un schéma où, quand vous allez réserver votre véhicule depuis l'application, vous allez réserver en vous enregistrant une seule fois. Ça va vous prendre 5 minutes, en créant un compte, en prenant 4 photos, un selfie vivant, une photo de votre pièce d'identité, de votre permis de conduire et de votre carte bancaire. Et à partir de là, vous serez totalement autonome pour réserver un véhicule qui vous sera en plus garanti au niveau du modèle. C'est-à-dire que si vous réservez une Mercedes classe A, boîte auto avec GPS et toit ouvrant chez tout cela, vous avez le modèle que vous avez réservé. Et dernière chose, pour répondre aux besoins d'évolution de nos sociétés et d'éco-responsabilité, effectivement, nos véhicules sont, Eric le disait déjà, à 20% électrifiés, donc à faible émission, plug-in hybride et full électrique, et effectivement passeront à 100% électrique d'ici à 2025. Ok. Ça défile. Ce qu'on voit ici, c'est le NPS, donc le Net Promoter Score, c'est-à-dire qu'à chaque fin d'expérience avec tout cela, à chaque fin de location, on interroge nos utilisateurs pour savoir quel a été le niveau de leur expérience. À 5 étoiles,
on les en remercie. À partir de 4 étoiles, on leur demande ce qui a généré, ce qui n'a pas généré la note maxi. Et ce qu'on voit, c'est qu'à date, le service, effectivement, est noté à plus du double de la satisfaction client des loueurs traditionnels. On a pris les loueurs qui publient leur Net Promoter Score, forcément pour des raisons rapport à l'AMF. Ici, vous avez le positionnement de tout cela, c'est-à-dire qu'on est un acteur du digital, ça nous permet de réduire de manière importante nos charges fixes. De la même manière, ça nous permet d'ajouter du service en matière de réponse aux besoins des clients, le 24/7, la livraison reprise du véhicule à domicile, le véhicule garanti, le modèle garanti, tous ces services qui ne sont pas en mesure aujourd'hui d'amener de manière régulière les acteurs traditionnels qui sont sur un modèle d'agence avec évidemment, pour ajouter du service, de la notion de personnel complémentaire en agence. Tout ça, c'est donc un parcours client entièrement digital, mais pas que. La digitalisation, c'est insinué partout dans tout ça, avec notamment un back-office qui nous permet d'automatiser un certain nombre de fonctionnalités opérationnelles et surtout une application qu'on appelle l'application qui permet de communiquer de manière automatisée, permanente, en temps réel, avec l'ensemble des intervenants de tout ça. L'ensemble des intervenants, c'est-à-dire les préparateurs, les carrossiers, les réparateurs et l'ensemble du staff opération. Tout cela a développé un certain nombre d'algorithmes. Ces algorithmes, par exemple, un qui vous allez facilement comprendre, basé sur du machine learning, qui nous permet d'avoir une prédiction du remplissage de notre flotte à 2 semaines, par exemple, et qui nous permet de faire varier la flotte ou l'ajustement des prix de telle manière à avoir toujours des voitures disponibles, mais le plus souvent possible à l'extérieur des parkings. Tout ça, c'est aussi un algorithme dont on est particulièrement fier, qu'on appelle le Token Generation. C'est un algorithme qui prend en compte une dizaine d'éléments en temps réel, chacune des interventions réalisées par nos clients sur les applications, chaque nouvelle réservation, chaque nouvelle prolongation dans l'application, chaque changement de forfait kilométrique, mais également des informations basées sur la géolocalisation de la voiture ou sur les interventions menées sur les voitures, par exemple la préparation, la désinfection des voitures ou encore les états des lieux digitaux. L'ensemble de ces éléments nous permet à chaque intervention, à chaque nouvelle connexion, de réaliser un gros Tetris de manière à optimiser le planning, à rendre le plus possible les voitures disponibles et le plus possible utilisées. Oui, on est sur un algorithme qui permet d'atteindre des taux d'utilisation importants, à plus de 90%, ce qui est impossible aujourd'hui dans la location de véhicules traditionnels, puisqu'à 80%, vous culminez au niveau de votre taux d'utilisation, puisqu'effectivement, vous avez des personnels et des agences qui sont là, mais ils n'ont techniquement plus de voitures. Là, l'algorithme va chercher systématiquement une solution de mobilité aux clients, même sur les périodes de plus forte tension. On est sur un modèle économique robuste qui nous permet effectivement, grâce à la digitalisation, comme on l'a dit, de réduire nos charges. Alors là, on s'est comparé à Sixt, autant se comparer à l'un des meilleurs acteurs du marché. On s'est comparé à Sixt sur une année normale de Sixt, 2019. Et donc, on est sur un schéma où on réduit nos charges d'exploitation de 30% grâce au parcours digital. Et de la même manière, grâce à notre digitalisation et l'ajout de services, on augmente le revenu d'à peu près 13% sur un même modèle, ce qui effectivement nous confère une marge plus importante. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de notre volume d'affaires entre 2019 et 2020, malgré notre première expérience d'épisode pandémique qu'on a passé avec une certaine efficacité, effectivement, même si on y était contraint. Donc une évolution de près de 50% du volume d'affaires c'est l'évolution du volume d'affaires entre le S1 premier semestre 2020 et le premier semestre 2021. Une évolution de 90% qui est due à 2 éléments. Le premier élément, l'évolution de la flotte de 30%. Et le second élément, c'est ce que vient de nous expliquer Eric, la notion d'intégration de la V2 de l'application avec toute la partie algorithmique
de la plateforme servicielle qui vient optimiser automatiquement les revenus. Comme le dit Panaï, on a passé de manière plutôt satisfaisante cet épisode pandémique en 2020 et encore cette année en 2021. Le chiffre d'affaires a progressé, mais cette progression de chiffre d'affaires ne s'est pas faite au détriment de l'EBITDA ajusté. Vous constatez que notre EBITDA ajusté, qui était légèrement inférieur à 1% en 2019, est passé sur le S1 2021 à plus de 18%. Cet EBITDA est extrêmement important pour nous, nous permet de maîtriser l'ensemble de notre modèle économique et il va continuer à progresser dans les années à venir. Un focus ici sur le cycle de vie de la flotte de véhicules. Tout cela opère une flotte qui lui appartient. Cette flotte, elle est achetée auprès des constructeurs. Elle est négociée chaque année pour l'année suivante. Elle nous permet de bénéficier d'une remise substantielle sur les volumes d'achat, mais surtout, au même moment qu'on achète la flotte, on négocie les prix de rachat des véhicules au terme de leur durée de détention. Cette durée de détention varie entre 6 mois et 12 mois, de manière à nous permettre d'ajuster en permanence notre niveau de flotte et de restituer les voitures de manière à les remplacer pour avoir des modèles toujours dernier modèle, toujours très récents, toujours en dessous de 25 000 km. Donc, c'est un modèle économique qui est totalement dérisqué. Cette flotte est financée au travers d'émissions d'obligations non convertibles qui, aujourd'hui encore, nous coûtent un petit peu cher, raison pour laquelle on se présente devant vous et on réalise cet IPO pour nous permettre d'améliorer nos ratios d'endettement et nous permettre de financer cette flotte au travers des réseaux bancaires classiques qui nous permettront d'obtenir des coûts de financement beaucoup plus faibles. Tout cela, c'est une stratégie de développement qui va porter notre développement jusqu'à 2025. Et avant de lancer la stratégie de développement et de se présenter devant nous, ce qu'il nous fallait faire, c'était prouver, démontrer que notre modèle était réplicable et qu'on savait le faire, ce qu'on a fait en se lançant sur Madrid avec 3 nouvelles stations à Madrid en mai de cette année, en lançant 3 stations avec une vingtaine de véhicules. Et dès le lancement, on a constaté des métriques qui étaient très au-dessus de la moyenne, avec près de 1500 téléchargements dès le premier jour, 800 comptes clients qui étaient créés avec la possibilité d'interagir avec eux, et près de 150 comptes qui avaient été totalement validés, dont 3 qui avaient réservé un véhicule dès le premier jour du lancement du service. Alors, dans le même schéma, on souhaite développer notre service sur 16 villes en France, en Europe, en s'appuyant sur les 5 principaux marchés européens que sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Donc, un développement accru en France et à Paris. Et derrière, pareil pour Madrid et l'Espagne. Et derrière, en fait, aller chercher d'autres marchés sur les pays que vous voyez là. Bien entendu, cela va passer par un développement de la flotte de véhicules en nombre et en offre, c'est-à-dire que l'idée est d'élargir l'offre de véhicules, pas uniquement rester sur Mercedes, BM et Tesla comme aujourd'hui, mais en ajoutant des véhicules des groupes Volkswagen, Volvo, Stellantis, avec qui on a démarré des discussions et entériner certaines négociations. Et donc, toujours avec la même physionomie qui consiste à bien choisir les véhicules qu'on va proposer aux clients. Des véhicules bien équipés et des véhicules choisis pour leur attractivité également en termes de vis-à-vis du public, puisqu'ils créent une traction et créent du marketing tout seul. Derrière cette flotte de véhicules, on va l'électrifier au fur et à mesure des années, de manière à passer à 100% de faibles émissions d'ici à 2025 et être totalement dans les schémas environnementaux et même en avance dessus d'ici à 2025 et en prenant du véhicule hybride dans un premier temps sur une partie de la flotte, mais également full électrique, de manière à accompagner les clients dans cette transformation de consommation et d'utilisation des véhicules à faible émission.
Juste pour répondre à une question d'un auditeur, quels sont à peu près ou quelle est la gamme de prix de location pour de tels véhicules? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, tout cela est placé finalement en équivalent, voire moins cher qu'un loueur traditionnel, c'est-à-dire que typiquement sur vous pouvez louer chez tout cela une BMW série 1 boîte automatique avec GPS au même prix que vous allez louer euh, une Renault Mégane boîte mécanique chez un loueur traditionnel. L'idée est que dans la mesure où on est en capacité de réduire nos charges fixes, on est en capacité d'aller chercher de l'attractivité prix pour les clients de manière à effectivement transformer les clients. Et l'idée, c'est d'aller chercher cet effet cliquet et d'avoir des clients qui, une fois qu'ils ont essayé le service, ne souhaitent plus revenir en arrière et louer un véhicule moins bien équipé, moins agréable éventuellement à conduire. Avec une qualité donc de prestation nettement au-delà de vos concurrents. Et pour répondre à Christophe, quelle est la durée maximum des locations? On est sur une durée maximum de 2 mois aujourd'hui pour rester dans la location longue durée. Et On n'a pas bien entendu, 2 mois, 2 mois, d'accord. de 2 mois avec une durée moyenne de location qui est de l'ordre de 4 jours. D'accord. Donc 2 mois maximum et la durée moyenne, c'est 4 jours, Christophe. Voilà. Merci. Exactement. Et donc, pour continuer notre développement, bien sûr, il nous faut une stratégie d'acquisition client dynamique, forte. Et ce qu'on fait aujourd'hui au travers de 3 briques. La première, c'est l'acquisition digitale, pilotée par Eric, et qui est aujourd'hui claire, précise et maîtrisée au niveau des acquisitions clients. On est sur plus de 200 créations de comptes clients par semaine. Et derrière, on a signé des partenariats et un premier partenariat avec un broker qui s'appelle BSP Auto, qui a l'avantage d'être parmi le top 3 des comparateurs et brokers en location de véhicules, qui nous amène une comparaison directe, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à un autre acteur de la location de véhicules, et ben on l'a en comparaison directe, directement sur le site de BSP Auto, ce qu'on va continuer à faire avec les sites que vous connaissez sans doute, Liligo, Kayak et Car Rental ou Rental Cars du groupe Booking.com. Et enfin, ajouter également du service, continuer d'ajouter du service, continuer d'avoir ce service finalement lever des irritants par rapport à la location traditionnelle, avoir un temps d'avance. Et donc, c'est ce qu'on a fait en lançant le service My Tout Cela, qui est un programme de souscription, un programme de fidélisation du client qui, en payant 19,99 € par mois sans engagement, se retrouve à avoir directement sur chacune de ses locations la livraison reprise à domicile gratuite, ainsi qu'un certain nombre d'options comme par exemple les chaînes neige, c'est notamment d'actualité pour tous les clients qui vont partir cet hiver. Alors, juste pour répondre à une petite question de Alain, est-ce que les prix sont fixes ou variables suivant la demande des modèles, par exemple? Alors, on pratique un yield management, mais un yield management raisonnable, contrairement à beaucoup d'autres acteurs, c'est-à-dire qu'entre le prix le moins cher et le prix le plus cher, on a des coefficients qui sont maîtrisés. Effectivement, pour autant, en fonction de la saison de l'année, de la période, du taux d'utilisation, nous avons un algorithme de management qui nous permet d'ajuster les prix. Le principal est de vérifier que ces prix ne soient pas des repoussoirs pour nos clients et qu'à tout moment, à chaque moment, pour chaque question, pour chaque période, nos prix restent très compétitifs par rapport à notre concurrence traditionnelle ou digitale. D'accord, merci. Alors, vous l'avez compris, je disais que j'avais un peu l'impression de crier, mais ça doit être le cas. Vous l'avez compris, la plateforme servicielle, le développement informatique, sa fiabilité aujourd'hui nous permet de monter en puissance. Les investissements ont été réalisés. Ils seront maintenus sur les années à venir, mais non pas augmentés. Le parcours client est robuste,
donne satisfaction, avec un niveau de satisfaction à NTS qui est proche des 80. L'expérience de Madrid nous démontre à tout moment la raison et notre capacité à dupliquer le modèle dans d'autres villes. Il ne nous reste plus qu'à augmenter la flotte pour augmenter le chiffre d'affaires de manière assez simple. Le plan 2025 consiste, à travers de ce que vous avez expliqué, Panagiotis, à passer le chiffre d'affaires de 4 millions à 80 millions et à faire passer la marge d'exploitation qui est proche de zéro aujourd'hui à 15% de marge de résultat d'exploitation en 2025. Alors, une petite question. Excusez-moi, juste une petite question de la part de Margot, parce que vous savez que, vous savez bien évidemment, actuellement, à cause des problèmes un peu d'approvisionnement, et c'est vrai du ralentissement de la production un peu automobile mondiale, on va dire, euh, quel est l'impact un petit peu sur le développement de votre flotte, entre guillemets? Aucun impact. Alors, on n'a pas Voilà. d'impact. On a bouclé notre plan de flotte pour 2022 en prévoyant éventuellement des retards de livraison, en allongeant un certain nombre de durées sur des contrats qui ont été négociés et rallongés si besoin en était. Et de la même manière, à la limite, j'aurais même tendance à dire que l'impact serait même potentiellement positif, puisque nos concurrents vont avoir un certain nombre, effectivement, vont avoir des difficultés à s'approvisionner, ce qui va naturellement nous faciliter la vie pour réaliser nos objectifs. Vous avez anticipé, entre guillemets, en fait, le ralentissement un petit peu, et donc avez tout voilà, prévu Alors, d'allonger les contrats, etc. exactement, il y a deux éléments à ça. C'est que, un, on l'a anticipé très tôt. On a commencé à tout renégocier à partir de juillet pour éviter d'être impacté sur l'année prochaine. Et la deuxième chose, euh, oui, on l'a anticipé très tôt. Et effectivement, la deuxième chose, c'est que il est plus facile pour un acteur de passer de 300 véhicules à 6 ou 700 véhicules que quand vous êtes un énorme acteur du marché pour passer de 30 000 véhicules, ne serait-ce que de le maintenir. Donc effectivement, on a deux opportunités qui sont plutôt pratiques pour nous l'année prochaine. C'est beaucoup plus flexible, en fait. Voilà. Exactement. Voilà, alors, pour 2022, un certain nombre d'actions sont déjà engagées, voire contractualisées. Le développement de la flotte, comme le disait Patrick, avec des garanties en termes de livraison des voitures qui nous rendent extrêmement sereins sur la réalisation de nos objectifs 2022. L'augmentation de la notoriété et l'augmentation de la communauté des utilisateurs Kuka, en particulier grâce à l'IPO qui nous donne énormément de visibilité. Et puis la poursuite de cette excellence opérationnelle avec une ambition qui consiste à faire croître encore le Net Promoter Score qui pourtant est déjà à 79. Les leviers de développement concernent le renforcement de notre présence à Paris et à Madrid. On constate toujours une énorme traction à Paris et on constate que Madrid se développe dans les mêmes conditions que Paris s'est développé il y a quelques années. Tout ça va continuer à se déployer dans de nouvelles villes, continuer à élargir son portefeuille de marques, Panay le disait, notamment avec des voitures de groupe Stellantis, de Volvo ou de Volkswagen, et continuer à électrifier sa flotte pour passer sur un niveau d'électrification proche des 40% dès 2022. OK. Alors, juste un tout petit peu. Excusez-moi. Peut-être que vous allez en parler juste après, au niveau des prévisions. Enfin, vous avez déjà parlé un petit peu. C'est simplement pour répondre à Eric. Qu'est-ce qu'il est prévu dans un avenir proche ou plus lointain? Simplement un versement d'un dividende, donc d'un rendement, tout simplement. Alors, on ne vous donnera pas de date ce soir pour vous dire que le prochain dividende sera versé à telle date. En tout cas, on est très sensible aux dividendes. On est sur un modèle économique qui est rentable et qui nous permet de croître. Notre action consiste à la fois à créer de la croissance. Cette croissance va permettre de faire évoluer de manière, on en est convaincu, assez fort le cours de bourse. Et par ailleurs, dans un modèle qui devrait améliorer sa rentabilité, et quand je dis devrait, c'est un euphémisme parce que j'en suis totalement certain, l'opération qui est en cours nous permet mécaniquement d'améliorer notre rentabilité
D'une part, je disais, les frais d'amortissement de la plateforme IT qui ont été très conséquents et qui aujourd'hui représentent 15% du chiffre d'affaires. Et évidemment, au travers de ce renforcement des fonds propres, de la crédibilité financière de tout cela, de nous permettre de financer notre flotte à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. D'accord. Alors, les modalités de l'opération. Les modalités de l'opération, je laisse peut-être, vous en avez parlé, Tiens. Bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez laisser la slide, hein. Donc, c'est Euronext Growth à Paris. Donc, le mnémonique, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ça s'appelle ALTU, AL pour Alternex, puisque maintenant, ça s'appelle Euronext Growth depuis quelques années. Donc, c'est une IPO à prix ouvert, c'est une offre à prix ouvert, donc une fourchette indicative entre 2,85 et 3,85 euros par action. Je vous ai expliqué pendant le petit problème technique les différents types d'ordres, mais bon, vous n'avez pas à vous en inquiéter, puisque c'est Bourse Direct qui fera directement la répartition des ordres A1 ou A2. Voilà, tout simplement. Alors, je crois qu'on peut réserver, vous pouvez réserver vos titres jusqu'au 13 décembre, inclus à 20 heures. Il y aura le règlement livraison le 16 et les premières cotations le 17. Donc, mnémonique Altou. Voilà pour ça. Donc, après, je vais reprendre la main pour simplement montrer sur le site Bourse Direct comment on peut passer l'ordre. Une petite précision, Christian, qui peut être Oui. importante pour certains souscripteurs qui ont la possibilité soit de loger leur titre dans un PEA ou un PEA-PME, mais également, s'ils choisissent le compte titre, de bénéficier de la réduction d'impôt exceptionnelle de 25%. Et donc, la société fournira des attestations fiscales pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent bénéficier de cette réduction d'impôt. D'accord, ça c'est important aussi. Donc, éligibilité de l'offre à la réduction d'impôt, c'est la société qui vous fournira les papiers nécessaires. Donc, bien évidemment, c'est vrai, c'est marqué là, éligibilité au PEA, PEA, PME, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Alors, déjà, j'en ai une qui est reposée sans cesse depuis le début au niveau de si je suis en province, comment faire si je veux réserver une société, une voiture? Est-ce qu'il faut que j'aille à Paris? Puisque apparemment, c'est pour l'instant les grandes villes, si on a bien compris. Deuxième question, en cas de cyberattaque, que pourriez-vous faire? Où est-ce que les données sont stockées quelque part, etc. Le permis, les cartes d'identité, tout ça, quoi. Alors, donc pour la province, effectivement, on ne sera pas présent tout de suite dans les villes de province, mais effectivement, on verra si le développement nous permet effectivement d'accélérer, et on l'espère, pour amener ce service partout en province. En ce qui concerne la cyberattaque, c'est assez simple. On s'est forcément prémuni de ces potentielles attaques et de ce risque en souscrivant à des assurances sur la cyberattaque, et on ne stocke aucune donnée chez nous directement. La totalité des données, via notre IT et via les API, sont stockées chez des hébergeurs qui font partie des meilleurs hébergeurs mondiaux, hein, comme OVH par exemple, Oui. pour citer, et elles sont stockées systématiquement chez eux en données cryptées. Ce qui veut dire que même en cas de cyberattaque, de toute façon, la donnée est totalement cryptée. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Margot, vraiment sur le modèle économique. Les loueurs, c'est vrai, je lis la question telle qu'elle. Les loueurs dits traditionnels commencent à revoir leurs offres et leurs modèles avec notamment une digitalisation accrue et la promesse, un peu comme vous, d'un modèle garanti. Est-ce que cela ne représente pas une menace pour votre futur développement, entre guillemets, ou pour votre société? Alors, pour répondre à ça, en fait, non, ça ne représente pas une menace. D'ailleurs, c'est plutôt la preuve qu'on est dans le vrai, parce que effectivement, un loueur ne change pas sa méthodologie, sauf s'il constate vraiment que c'est une nécessité. Et Mhm. en termes de modèle garanti, si vous regardez bien, la plupart du temps, ils rentrent sur des modèles garantis, mais de très haute gamme, avec des restrictions au niveau prévenance de réservation qui sont aujourd'hui encore très lourdes pour le client. C'est-à-dire que vous ne réservez pas un modèle garanti chez un loueur traditionnel comme par exemple Avis
sur une BMW série 1 boîte auto du jour au lendemain ou du matin pour le soir. Vous devez vous y prendre à l'avance et la plupart du temps, ils vous disent que le modèle est trop petit pour être réservé en modèle garantie. Il faut aller chercher un panier moyen beaucoup plus haut et un modèle beaucoup plus haut de gamme. Donc, Hmm. aujourd'hui, non, ça ne représente pas un risque, c'est plutôt la preuve qu'effectivement, on est dans le vrai, on garde un temps d'avance et on compte bien effectivement le conserver. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, il faut en profiter. On est à votre disposition. Voilà. Bon, alors en attendant peut-être que les questions arrivent, je vais peut-être reprendre la main. Voilà. Je vais reprendre la main pour tout simplement montrer sur le site Bourse Direct comment on fait pour réserver ses titres. Voilà, partager mon écran. Partager. Voilà. Donc, attendez, je vais juste mettre le chat à côté. Voilà. Donc, alors, du coup, dans l'onglet, donc bien sûr, il faut être client de Bourse Direct. Dans l'onglet outils et services, non, pardon, dans l'onglet mes comptes, il y a un petit onglet qui s'appelle, vous voyez, opération sur titre, introduction en bourse. Donc, il suffit d'aller dessus. Voilà. Voilà, ça ne va pas déconnecter, tant mieux. Donc, vous avez ici donc, les modalités donc, de l'opération, hein, tout cela, Altou. Voilà, voilà. Hop, attendez, je crois qu'il y a une. Voilà. Alors, je vous répondrai après, Florian, hein. Donc, avec le code ISIN de la valeur, le code ISIN, bien évidemment, c'est un peu son numéro de sécurité sociale. Pour vous, ce sera beaucoup plus simple après de taper Altou. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, c'est une offre à prix ouvert entre 2,85 et 3,85. La date de l'opération, donc le résultat, c'est le 14-12. Le règlement livraison, le 16 et les premières cotations, le 17. Voilà, vous avez jusqu'au 13 décembre à 20 heures. Alors, c'est bien écrit là que c'est éligible au PEA-PME. Vous avez ici un lien pour aller voir la notice Euronext que vous retrouverez d'ailleurs en bas ici. Et là, bien évidemment, attention, c'est un marché au comptant. Comme c'est un marché au comptant, mais il faut avoir bien évidemment l'argent sur le compte. Et pour la réservation, on prendra le prix le plus élevé. Vous n'êtes pas un institutionnel, on ne peut pas donner des prix comme ça. Je vais acheter à 3, ou je vais acheter à 4, ou je vais acheter à 2. Donc la fourchette étant 2,85, 3,85, on se basera sur le prix le plus élevé. Il faut bien sûr ne pas oublier de cliquer sur je reconnais, voilà. Et voilà, et vous pouvez donc aussi télécharger tout simplement la notice réglementaire AMF et valider l'achat. D'accord? Voilà, alors où c'est qu'on peut charger le support de la présentation? Ben, de toute façon, ça a été enregistré. Alors on essaiera de faire un petit montage au moment où on entend bien. Voilà. Donc ce sera après sur notre chaîne YouTube au niveau voilà, au niveau de l'enregistrement. Alors j'ai une question encore de Margot. Dans quel prochain pays souhaitez-vous vous déployer? Alors, au niveau du déploiement, on est aujourd'hui, on a étudié le déploiement et on a déjà préétabli un certain nombre de contacts, voire de négociations sur tout Mhm. ce qui est parking, prestataires, etc., sur 4 villes que sont Londres, euh, Barcelone, Oui. Munich et Milan. Et en fonction à l'opportunité, puisqu'on a un délai de déploiement qui est très court, de 6 à 9 semaines, en réalité, en fonction de l'opportunité et du moment, effectivement, on choisira l'une ou l'autre de ces villes. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas d'autres questions? N'hésitez pas. Hop, hop. Je remonte un tout petit peu dans le fil de déroulé, voir s'il n'y a pas d'autres questions. La cyberattaque, c'est bon, on l'a traité. Les prochains pays, c'est bon aussi. Bon, bah, écoutez, apparemment, tout a l'air clair. Il est 15h53. On est un tout petit peu, on est dans les temps de toute façon. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, et en France, ah oui, en France, je pense que vous l'avez déjà précisé, hein. Mais il y a Jean-Marie qui aimerait encore une petite précision sur, en France, si vous devez vous développer, où iriez-vous? Je ne sais pas, Marseille, Bordeaux, Nice. Toutes les villes, toutes les villes sont éligibles. Évidemment, on a quelques préférences pour des villes de taille importante. Donc, Mm. priorité Lyon, Marseille, Bordeaux,
Nice, qui sont des villes où la location de voitures se pratique de manière intensive. Et je suppose que vous cherchez peut-être aussi des lieux pas trop loin de trains, d'aéroports, des trucs comme ça, non? Oui, effectivement, on capte, au travers de notre clientèle, on capte une clientèle de voyageurs qui arrivent en gare. Tout cela est présent à la gare du Nord, à la gare de Montparnasse et très bientôt à la gare de Lyon. Tout cela est présent à l'aéroport de Barajas, de Madrid-Barajas. Et donc, notre clientèle est constituée à la fois d'urbains qui utilisent à Paris nos voitures en lieu et place de leurs voitures. Hein. Vous savez que le taux de détention des voitures à Paris baisse de manière constante sur ces dernières années pour passer d'un taux de détention d'une voiture par famille, d'une voiture pour 2 familles il y a quelques années, à moins de une voiture pour 4 familles ces derniers temps. Donc, tout cela s'adresse à ces urbains qui délaissent leur voiture pour passer de la possession à l'usage. Et tout cela s'adresse également aux travelers, aux voyageurs qui vont arriver dans les gares et aéroports. D'accord. Donc j'ai une petite question, ben, je pense que vous venez d'y répondre un petit peu. Alain, vous voulez savoir si vos clients actuellement étaient plus professionnels que touristiques. Voilà. Ce sont les deux. Nos clients sont des clients touristiques qui nous utilisent pour partir au week-end, pour bientôt, compte tenu des fêtes, partir en famille en province pour les Parisiens, pour partir en vacances au mois de février ou pendant les vacances scolaires. Mais ce sont aussi des professionnels, majoritairement des professionnels, professions libérales. On a une forte clientèle d'architectes, de business développeurs, d'avocats, de commissaires aux comptes ou d'experts comptables qui nous utilisent pour leur déplacement vers leurs clients en province ou en proche banlieue. D'accord. Et petite question de Eric. Si, admettons, Eric a une borne de rechargement chez lui, est-ce que c'est possible de vous revendre, de vous vendre un rechargement? Alors, Alors ça, on n'a pas réfléchi à ça. C'est une question qu'il va falloir mettre à l'ordre du Ah, prochain comité. Eric, il est visionnaire, je pense. Il a une très bonne Ouais. idée. Voilà, il doit faire des affaires et je pense que c'est une très bonne question. Mais c'est vrai, pourquoi pas? Voilà, c'est simplement une question. écoutez, pourquoi pas dans un second temps, quand effectivement l'ensemble de la flotte sera électrifiée Ben et oui. effectivement quand il y a des trajets qui sont un peu longs, est-ce que ça peut pas faire partie d'une carte à l'intérieur de l'application où on sait qu'on a la possibilité, qu'un utilisateur a la possibilité de s'arrêter chez Eric pour recharger son véhicule qu'il a loué chez tout cela et donc du coup rémunérer par la même Eric et rendre le service à notre client de poursuivre son trajet avec une pleine charge. Ouais, Bonne idée. d'accord. Alors, il y a Michel qui pose une autre question. Comment vous faites pour amener la voiture à la porte du client et la récupérer ou qu'il la laisse? Alors, c'est assez simple. Quand un client réserve sur l'application aujourd'hui, il a la possibilité de se faire livrer le véhicule et d'indiquer une adresse de livraison. Il nous indique une adresse de livraison, Mhm. livraison, une date, une heure. Et à partir de là, nous, l'application va automatiquement envoyer un ordre de mission à certains des convoyeurs avec qui on a contracté. Et donc, le convoyeur, au travers d'une application qu'on lui fournit, qui est une application Fleet, une application flotte dédiée à tout cela, et ben, il va aller chercher le véhicule en station pour l'amener à peu près une demi-heure, une heure avant l'heure de départ souhaitée par le client, de manière à ce que le véhicule soit garé dans un périmètre à peu près de 5 minutes à pied autour de l'adresse qu'il nous aura indiquée. Et au retour, le véhicule étant équipé effectivement d'un boîtier et d'une géolocalisation, on sait effectivement à quel moment le véhicule est rentré et à quel moment le véhicule a été restitué par le client en bas de chez lui. Et donc, un autre convoyeur va recevoir une mission pour venir récupérer le véhicule, le repositionner en station et le repréparer pour un prochain client. D'accord. Alors, il y a un Eric Bis qui s'appelle Jacques qui vous pose une question. Est-ce qu'il est prévu d'incorporer du covoiturage à vos outils de réservation? Alors, du covoiturage, euh,
oui et non. On a un schéma de communauté à l'intérieur de notre brique d'application qu'on va pouvoir intégrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà, entre guillemets, quasiment être en covoiturage dans la mesure où vous pouvez choisir d'avoir deux conducteurs sur un véhicule directement dans l'application et D'accord. donc finalement participer à un schéma où vous êtes plusieurs à pouvoir conduire le véhicule. Et on a des briques qu'on n'a pas encore développées, tout simplement parce que à aujourd'hui, on est, comme vous le voyez, manque, on a déjà beaucoup de clientèle, on est en manque finalement de véhicules, et l'IPO devrait nous permettre, doit nous permettre, va nous permettre en réalité d'aller chercher davantage de véhicules et de développer encore davantage d'offres. Mais effectivement, tout cet écosystème, et je suis très content de toutes ces questions, tout cet écosystème fait partie à terme d'un certain nombre de nos développements. D'accord. Et peut-être pour terminer, sauf si d'autres questions arrivent rapidement, est-ce quel rayon d'action a le convoyeur, par exemple, autour de Paris, ou en termes de kilomètres, voyez? Est-ce qu'il y a, première question, deuxième question, est-ce que vous avez bien sûr une idée du coût est-ce qu'on peut avoir une idée du coût du service? Voilà. Voilà. Et pourquoi vraiment cette introduction en bourse, et je pense qu'on terminera par là, pourquoi cette introduction en bourse et non pas une levée de fonds comme vous aviez fait auparavant? Voilà. Alors, je laisserai Eric conclure sur la dernière question, mais en ce qui concerne la partie, on va dire, convoyage, le rayon d'action aujourd'hui sur Paris, c'est Paris ainsi que 8 communes autour de Paris, première couronne. Et l'idée est encore, au fur et à mesure, d'élargir ce rayon d'action. Et en ce qui concerne la question, c'était donc le rayon d'action. Bah non, ça, Peut-on avoir une idée du coût du service? le coût du service. En ce qui concerne le coût du service pour un client, aujourd'hui, il est de 50 euros en option pour la livraison et la reprise du véhicule, donc 50 euros pour l'ensemble du service livraison reprise sur une location, ou alors il peut s'abonner à MyTousla et faire derrière en sorte qu'il soit sur un abonnement à 20 euros par mois, incluant autant de livraison reprise qu'il le souhaite. Sachant qu'en termes de coûts structurels pour l'entreprise, on arrive à générer ce qu'il faut là-dessus. Alors, concernant le choix de l'introduction en bourse, plusieurs objectifs nous ont guidés vers cette introduction en bourse. Le premier objectif, c'était de donner de la visibilité à tout cela. Tout cela s'adresse à un marché grand public, B2C. On veut faire croître la communauté et on a considéré que la bourse était un excellent moyen de nous donner cette visibilité. Et j'allais dire que c'est le premier pari gagné. La communication qui a été faite au travers de cette introduction en bourse nous a amené une augmentation très significative de nos comptes clients et de nos clients tout court qui vont nous faire passer d'excellentes fêtes de Noël puisque globalement, nous n'aurons plus aucune voiture disponible pendant ces fêtes. La deuxième raison, pourquoi l'avoir fait plutôt qu'une levée de fonds comme précédemment? Il se trouve que le modèle économique de tout cela a bien évolué depuis 2 ans. Il est proche de la rentabilité en résultat net, il est très largement positif en marge d'EBITDA. Et aujourd'hui, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'augmenter la flotte. Pour augmenter la flotte, il nous faut augmenter nos fonds propres, donner à nos partenaires financiers une crédibilité financière, une transparence que nous aurons de manière directe avec l'introduction en bourse. Voilà, la bourse, c'est une exigence, c'est un challenge auquel on se prépare depuis plusieurs mois et qui nous convient parfaitement bien. Très bien. Oui, alors il reste une petite question qui était en fait pourquoi le résultat était négatif entre 2019 et 2020? Parce que simplement. Alors, d'une part, parce que comme je l'indiquais, nous avons très largement investi dans la plateforme servicielle et cette plateforme servicielle, elle continue à peser sur le résultat en 2009, en 2019 et en 2020, mais l'augmentation du chiffre d'affaires va diminuer assez large ces amortissements, c'est la première chose. Et puis, 2019 et 2020, deux périodes de confinement, de restrictions de circulation, et puis
des fournisseurs qui pas toujours le jeu. Alors, on peut les comprendre, c'est-à-dire que pendant 3 mois en 2019, première période de confinement, et ensuite le mois de novembre, les voitures restent en parking, la charge des parkings, la charge de l'ensemble des box qui pèsent sur les charges ont été facturées par les prestataires pour des revenus qui étaient proches de zéro. En 2020, on se retrouve un peu dans la même situation. Ok, bon, ben, écoutez, il est 16h05. Je pense on arrive au terme de la présentation. Je vous remercie beaucoup, Eric et Panayotis. Merci beaucoup pour pour avoir présenté donc l'introduction en bourse de votre société. Tout cela, je vous rappelle, c'est une IPO à prix ouvert 2,85 €, 3,85 €. Vous avez jusqu'au 13 décembre à 20 h pour réserver vos titres. Voilà, la première cotation aura lieu le 17 décembre. Vous êtes encore là sur la page de Bourse Direct sur l'introduction en bourse. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, et tous les auditeurs à cette formation, à cette présentation de la société. Et puis, écoutez, la prochaine fois que je vais à Paris, comme je suis sur la ligne et que j'arrive à Montparnasse, j'irai voir. Je ne vais pas louper la chose, j'irai voir, bien évidemment, vos véhicules. Voilà. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Désolé pour les petits désagréments de. Ouais, mais ça, voilà, ce sont un peu les aléas du direct, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Allez, à très très bientôt peut-être. Merci beaucoup et bonne fête.